Bonjour à tous et à toutes. Ravie de vous présenter aujourd'hui Gaëlle Espinosa, qui est professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Lorraine. Elle a publié plusieurs ouvrages, dont 2 spécifiquement sur la relation enseignant-élève et la question de l'affectivité, des émotions, de la qualité des interactions. Et donc, c'est de ça qu'elle va nous parler aujourd'hui. C'est la dernière conférence du cycle de conférences Feel Good de cette année. Et on vous présentera prochainement le programme du prochain cycle pour l'année prochaine. Et on voudrait remercier vraiment la MSH Alpes pour l'accueil de ce cycle de conférences avec en particulier les collègues du service technique qui s'occupent de la rediffusion, de l'enregistrement, du montage et qui nous aident beaucoup, et également Laurence Raphaël qui s'occupe de la communication. Donc, et puis le directeur Laurent Bègue qui accueille depuis déjà 10 ans ce cycle de conférences. Donc un grand merci et on est ravis de vous écouter aujourd'hui, Gaëlle. Merci. Alors je vais m'asseoir pour commencer. Donc la présentation en fait va essentiellement être sur l'affectivité, les émotions et les relations à l'école. Et le but du jeu est de mettre un peu en perspective tout ça et d'essayer de soulever, de faire valoir un petit peu un certain nombre d'enjeux qui sont en cours. Et effectivement, j'ai rajouté au-dessus simplement le titre qui était affiché sur le site de la MSH Alpes, c'est-à-dire développer la qualité des relations enseignants-élèves. Et en fait, on va aussi parler des relations entre enfants à l'école et pas exclusivement des relations entre enseignants et élèves. Voilà, donc je vais revenir dans cette présentation, comme c'était le résumé marqué sur le site de la MSH, sur 2 ouvrages en fait essentiellement. Dans le tout premier que j'ai écrit, dont je ne suis pas pleinement satisfaite, mais je vais quand même vous en parler. Donc je vais vous raconter un petit peu ce qu'il y a dedans, mais on va le faire rapidement. Et puis vous parler du dernier que j'ai écrit pour l'instant, qui est celui qui est en jaune. Donc là, vous l'avez un petit peu en avant-première, puisqu'il est à paraître. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas physiquement entre les mains. Voilà, on va parler un petit peu de ces 2 ouvrages-là et de leur contenu. Alors le premier ouvrage, c'est celui-ci. Donc je le publie assez tôt, en 2003. Enfin, je ne sais pas si c'est tôt, mais en tout cas pour moi, ça l'était à l'époque. Donc je le publie effectivement en 2003. Il est l'aboutissement de mon travail doctoral. Il est une publication écourtée de ce travail doctoral, puisque pour les besoins de la publication, l'ouvrage ne devait pas être trop long, etc. Donc voilà, il est écourté. Et donc je n'en publie qu'une partie. Je vais vous expliquer laquelle. Donc ce doctorat, je l'ai fait effectivement à Grenoble. Il est dans la continuité de mon DEA que j'ai effectué aussi déjà sur le rapport à l'enseignant, ce que j'appelais à l'époque le rapport au maître. C'est un mot que j'utilise plus aujourd'hui, le maître, que je trouve qu'il fait bon. Dans un certain nombre d'ouvrages, notamment dans celui, le dernier, j'explique pourquoi le mot maître, je ne l'utilise plus. Je l'ai utilisé juste en 2001, en 2003, et ensuite je suis passée à autre chose. Il y a un aspect un peu ancien du terme que je n'utilise plus du tout aujourd'hui. Voilà. Donc ce doctorat, je l'ai fait ici. Alors j'ai pas mis 14 ans pour faire le doctorat, donc j'ai terminé en 2001 et non en 2011. Et puis son titre, donc c'était celui-ci, rapport au savoir, rapport au maître et affectivité, contribution à une analyse du chemin scolaire de l'élève. Donc le but du jeu, c'était effectivement de voir comment est-ce que l'élève cheminait dans son expérience scolaire, dans son avancée, en fonction de ses parts émotionnelles et affectives dont il pouvait nous parler. Voilà, donc ce livre-là, il me plaît à moitié, pour certaines parties en tout cas, mais il a un élément qui est intéressant dans ma carrière, c'est qu'il est allé jusqu'au Canada, et c'est là aussi qu'il m'a permis d'être connu, en tout cas de me faire connaître par un certain nombre de chercheurs, et que ça a aussi permis à ce qu'un certain nombre de collaborations, notamment avec Nadia Rousseau du Réverbère, puissent se faire. Donc c'est un ouvrage qui a plus porté, je pense, au Québec qu'en France, qui a plus été repris notamment par le ministère de l'Éducation québécois que par celui français, pas du tout. Voilà, donc je pense que c'était des objets qui intéressaient aussi beaucoup plus cet espace-là géographique que le nôtre à l'époque. Voilà, donc maintenant je travaille depuis une dizaine d'années avec eux et ça a été grâce notamment à cet ouvrage. Alors dans ce livre, j'ai bien évidemment récolté des données, d'accord ? Donc ce livre ne présente que mon travail doctoral et que les données que j'ai récoltées pour effectuer ce doctorat. Les outils que j'avais utilisés pour récupérer mes données, c'était simplement une grille d'observation instrumentée qui m'ont permis ensuite de faire une analyse quantitative des données. J'avais mené ensuite des entretiens semi-directifs de recherche. Donc, il y a ce guide. Et puis, j'avais créé une épreuve de type projectif. Ces 3 outils, je les avais proposés à des élèves, 32 au total, sur lesquels j'avais donc récolté des données, des élèves de classe de CE2 et des élèves de classe de seconde, des élèves que j'avais considérés
au regard d'un certain nombre d'appréciations enseignantes, qualitatives, quantitatives, plutôt en difficulté ou plutôt en réussite. Voilà. Donc j'ai récolté l'ensemble de ces données, c'est le cœur du doctorat, mais dans le livre, je n'ai publié que l'analyse des entretiens. Voilà. Donc vous aurez exclusivement cela. Si je vais juste sur la présentation du livre, en gros, ce livre, le cœur, si on prend juste la première phrase, c'est une explication qui est mise sur le site de Kern, qui présente l'ouvrage. Donc c'est tout simplement quelle est la place de l'affectivité dans l'expérience scolaire des élèves. Toute la difficulté, ça a été dans le doctorat, puis dans le livre ensuite, de définir cette notion d'affectivité. Voilà, c'est assez large, c'est assez flou, ça l'est toujours. Alors bien évidemment, j'ai travaillé dessus, donc pour moi ça l'est un peu moins, mais en tout cas c'est une notion qui est relativement floue et sur laquelle j'ai été amenée à travailler dans le cadre du doctorat. Et sur le livre, en fait, on se retrouve avec deux grandes parties, une partie plutôt conceptuelle, où je définis un certain nombre d'éléments, et puis une partie plus récolte de données, où je décris ma méthodologie, et puis où je présente les résultats que j'ai pu obtenir suite à l'analyse des données. Et je voulais vous donner juste, par rapport à ce livre-là, des principaux résultats, assez rapidement, donc sur la relation enseignant-élève principalement. J'ai exclu le rapport à l'école, j'ai exclu le rapport au savoir, et je ne vous parle que la relation enseignant-élève. Et sur les 32 élèves que j'ai pu donc interroger, avec lesquels j'ai pu m'entretenir au cours du doctorat, j'ai pu récolter un certain nombre de grandes constatations, et c'est celle-ci que je vais vous donner. La première, c'est que c'était extrêmement intéressant de se rendre compte à l'analyse que les élèves, quel que soit leur niveau de résultat scolaire, quel que soit leur niveau de réussite, en fait, vont vivre différemment leur expérience scolaire. Donc ils ont des points communs, tous ces élèves-là, et notamment le point commun, c'est qu'ils accordent pratiquement tous, en tout cas sur les 32 que j'ai interrogés, ils accordent pratiquement tous une place importante à l'enseignant dans leurs apprentissages, comme si l'enseignant était un personnage clé de leur expérience scolaire, etc. Ça, c'est le premier élément qui est ressorti. Et ensuite, plus j'avançais dans l'analyse, plus je précisais cette analyse, plus je me rendais compte en fait qu'il y avait aussi pas mal d'éléments qui différenciaient tous ces élèves, et notamment, surtout, au regard de leur niveau de résultat scolaire. Et effectivement, élèves en réussite et élèves plutôt en difficulté scolaire ne vont pas donner exactement le même rôle à l'enseignant dans leurs apprentissages. Il y a des petits éléments qui vont dissonner, on va dire. Donc le premier des points, c'est que les élèves que j'avais interrogés à l'époque, c'était donc il y a longtemps quand même, c'était il y a 25 ans, je pense, un peu moins, pardon. Ces élèves-là considéraient effectivement les élèves en réussite considéraient que les enseignants étaient là plutôt sur un échange professionnel. Un échange professionnel, c'est un apport de contenu parce que j'ai le baccalauréat ou parce que j'ai une orientation à prendre, etc. Ok ? Ceux en difficulté scolaire avaient cette exigence effectivement d'un point de vue, on va dire, professionnel, c'est-à-dire didactique, pédagogique, mais ils avaient aussi une exigence plus humaine dans la relation. À ce que, par exemple, l'enseignant les reconnaisse aussi en tant qu'individu, à part entière, et non pas simplement en tant qu'élève en réussite ou en difficulté scolaire. Donc ils pouvaient réclamer effectivement que l'enseignant se préoccupe d'eux un petit peu plus en leur racontant autre chose. Par exemple, oui, je ne suis pas bon dans telle ou telle discipline, mais c'est intéressant pour moi de discuter avec l'enseignant de ce dans quoi je suis bon, que ce soit du skateboard, du ski ou autre chose. Voilà. Donc il y avait cette demande un petit peu humaine de la part des élèves. C'est le premier élément que j'avais souligné. Le deuxième élément que j'avais souligné, c'est que ce sont plutôt les élèves en difficulté scolaire, tout compte fait, qui avaient accordé une place centrale à l'enseignant dans leur expérience scolaire et dans leur scolarité. Avec l'idée, alors là encore une petite différence entre les plus jeunes et les plus âgés, c'est qu'effectivement les élèves en difficulté scolaire, les plus jeunes, avaient tendance à confondre leur année qu'ils étaient en train de vivre avec l'enseignant. Donc c'est avec telle enseignante, telle maîtresse, par exemple, que j'ai appris telle chose. Il y a une correspondance qui se fait assez fortement. Alors que les élèves de classe de seconde, eux, considéraient que carrément, sans tel ou tel enseignant, on ne pouvait pas réussir. Donc ils n'étaient plus eux maîtres et porteurs des clés pour réussir, mais c'était l'enseignant qui les détenait, ces clés-là, pour qu'ils réussissent ou pas. Voilà. Donc c'était intéressant de voir que plus l'élève était en difficulté scolaire, plus il donnait un rôle prégnant à l'enseignant dans sa vie scolaire et dans ses apprentissages. On avait 32 élèves interrogés, donc c'était pas non plus énorme, mais on arrivait quand même à trouver un certain nombre de tendances. Pour conclure sur ces résultats, en gros, j'avais donc pu remarquer que l'élève donnait un rôle d'autant plus central et important à l'enseignant que l'élève était en difficulté scolaire, qu'il soit jeune ou moins jeune,
donc qu'ils soient en CE2 ou en classe de seconde. Et puis effectivement, ce sont plutôt les élèves en difficulté scolaire, et notamment les plus âgés, qui avaient tendance à être en forte demande affective, humaine, à l'égard des enseignants. Et donc ça contrecarrait un petit peu l'idée que cette part d'affectivité, d'humanité dans la relation enseignant-élève, elle est surtout pour les plus petits, pas nécessairement. Et puis mes recherches futures, notamment dans certains espaces au Québec, m'ont permis de me rendre compte que même à l'âge adulte, dans une relation enseignant-élève, les élèves en formation, même adultes, sont aussi en demande affective, en demande de relations humaines avec les enseignants pour réussir par exemple, ou pour persévérer, c'est-à-dire rester dans la formation. Voilà. Donc cette affectivité ne concerne pas que les plus petits, elle concerne aussi les plus grands et même les adultes en formation. Voilà pour ce premier livre. On était en 2003, donc la publication du livre. Bien évidemment, le deuxième livre dont je vais vous parler, il date de 2025. Donc il s'est passé quand même pas mal de choses. Mais ne vous inquiétez pas, je n'ai qu'une seule diapositive, ça va aller vite. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces années-là ? Eh bien, je suis devenue maîtresse de conférence, puisque j'étais docteur à l'époque. J'ai dû effectivement changer de lieu. Je n'étais plus à Grenoble, mais j'ai dû partir à Nancy, où mon poste se situait. Je suis arrivée dans un laboratoire qui n'existait pas, puisque l'équipe venait de mourir. J'arrive en 2004, pas d'équipe de recherche, et l'équipe n'est créée qu'en 2005. Donc tous ces éléments-là mettent un peu à mal quand même les velléités de faire de la recherche. On n'a pas vraiment d'institution pour la faire, donc on la fait pas. On tente, on n'y arrive pas forcément, et puis on y arrive. On refait de la recherche, pas forcément dans ces objets de recherche, parce que je vais aller plutôt m'impliquer dans les objets des autres pour continuer à faire de la recherche, même si c'est pas mes objets. Donc je vais aller travailler sur, par exemple, la liaison CM2-6e. Comment est-ce que les enseignants et les élèves vivent ça ? Je vais aussi m'intéresser aux activités périscolaires. Est-ce que tout compte fait, ces activités périscolaires mises en place dans les années 2013 sont si bien que ça pour les élèves, si bien que ça pour les enseignants, si bien que ça pour les communes ? Voilà, je vais m'intéresser à d'autres objets. Et en m'intéressant à ces autres objets, en fait, j'en revenais toujours à cette affectivité et ces émotions dans l'expérience scolaire. Et donc, du coup, j'en suis tout simplement venue à me dire, non, ce qui te passionne, c'est vraiment ça, reviens-y. Et donc, j'arrive petit à petit à y revenir, notamment parce qu'on me fait la proposition d'entrer dans une recherche qui s'intéresse aux relations d'amitié entre élèves en collège, en milieu rural. Donc, je vais aller effectivement vers ça. Et puis, j'arrive à monter et à trouver le financement pour une recherche qui s'occupe des émotions dans le rapport au savoir des élèves. Voilà, donc c'est petit à petit que je suis revenue à mes premiers amours de recherche, je dirais, et que petit à petit, j'ai pu repartir sur mes objets. C'était pas effectivement évident dès le départ. Donc le but du jeu, disons que j'ai pas mal cherché sur divers objets, et puis je me suis rendu compte qu'il y avait des liens à tisser quand même entre ces divers objets, et que ces objets étaient quand même de plus en plus au centre du monde de l'éducation et de l'enseignement. Ces objets sont toujours quel lien est-ce qui existe entre affectivité et émotion, par exemple ? Quel lien existe entre les sentiments, les humeurs, les émotions ? Qu'est-ce que le bien-être ? Qu'est-ce que la qualité de vie ? Qu'est-ce que la satisfaction, le climat scolaire ? Ce sont des notions qu'on voit de plus en plus dans l'institution scolaire et dans nos politiques. Quels sont les liens entre émotion et bien-être ? Entre bienveillance, empathie et le reste. Qu'est-ce que les CPS apportent à tout ça ? Je me suis rendu compte dans mes interventions, notamment en enseignement, que ce n'était pas très clair pour beaucoup d'individus. Voilà. Donc il y a eu ce projet-là, au bout d'un certain nombre d'années de recherche, de me dire, il faut absolument rendre explicites des liens implicites qui existent, et les liens ne deviennent pas explicites facilement pour tout le monde. Voilà. Donc c'est ce que je vais m'atteler à faire dans mon habilitation à diriger des recherches, c'est-à-dire en gros dans une sorte de seconde thèse qui existe lorsqu'on est maîtresse de conférence ou maître de conférence et que voulons devenir professeur des universités par exemple. Voilà. Donc on fait cette habilitation à diriger des recherches, c'est ce que j'ai fait, et cette habilitation en fait je l'ai ensuite publiée dans cet ouvrage. Voilà. Donc les 2 livres dont je vous parle sont 2 livres publiés à l'issue de travaux universitaires effectués. Alors cette habilitation, je la fais en 2021 à Paris cette fois, puisque mon garant scientifique est parisien, c'est Jean-Yves Rochex, et elle s'intitule à l'époque « De l'affectivité et des émotions de l'élève dans son expérience scolaire, perspective de développement global de l'enfant pour son bien-être et sa réussite ». Donc je suis bien sur cette idée que on va s'intéresser au développement global de l'enfant, donc affectif et cognitif, à l'école, pour essayer de tendre ou d'aller vers son bien-être et sa réussite. C'est ça le projet, en fait, de cette note de synthèse, avec l'idée qu'il va me falloir aller montrer
à l'international, qu'il y a de la littérature existante, qui n'est pas forcément arrivée ou connue en France, mais que oui, il y a des liens qui existent et que dans certains effectivement systèmes éducatifs, on s'intéresse à la fois à cet aspect affectif et cognitif pour le bien-être, ou en tout cas le développement global de l'enfant. Voilà. Ça va être le projet en fait de cet HDR, faire une sorte d'état des lieux des travaux qui ont déjà été menés sur la question. Juste pour le petit résumé, c'était effectivement cette ambition de rendre explicite des liens existants, mais qui étaient plutôt implicites entre l'ensemble des objets que j'ai pu vous présenter jusqu'alors. Voilà, donc je passe cet élément-là. Et puis le livre, il va être assez simple. Il sort en France plutôt au début 2026. Il sort d'abord au Québec en août 2025. Et donc cet ouvrage-là va tout simplement être constitué de 4 chapitres. Le premier chapitre et le deuxième sont plutôt des ancrages conceptuels, où je reviens sur ces éléments que je vous ai évoqués, le bien-être, l'affectivité, les émotions, la satisfaction, tous les liens qui existent entre eux. Et puis le chapitre 3 parle plus particulièrement des émotions et de l'affectivité, et le chapitre 4 parle plus particulièrement des relations de l'élève à l'école. À la fin de ces chapitres 3 et 4, il y a un endroit où je présente plus particulièrement mes objets de recherche, et des travaux de recherche, et je viens intégrer en quelque sorte et montrer comment mes travaux viennent s'intégrer dans l'ensemble des travaux que j'ai pu présenter à l'international. Voilà l'ambition du livre, essentiellement. Et puis on verra sur la fin, sur la conclusion, sur quoi je reviens. Alors l'idée du livre aussi, c'était, donc je suis dans ce positionnement au cœur du développement global de l'enfant. Les ambitions lointaines sont cette histoire de bien-être et de réussite. Et puis, pour pouvoir montrer que ce bien-être et cette réussite sont ces ambitions lointaines, je vais aller étudier pas à pas, étape par étape, ces histoires d'émotions, d'affectivité, de relations dans l'expérience scolaire de l'enfant. Et la dernière chose, c'est le point le plus important ici, c'est voilà, c'est considérer donc, c'est ce que je propose dans le livre, considérer que l'affectivité, les émotions, sont des éléments d'importance équivalente à la cognition dans l'école. C'est ça aussi, c'est un élément qui est important. Moi, je pense encore qu'on a un petit peu de mal en France à considérer que les éléments affectifs et émotionnels devraient être pris en compte, travaillés autant que les aspects cognitifs et intellectuels à l'école. Voilà, il me semble que c'est un élément qui manque en France. Voilà. Et si on arrivait à mettre à égalité tous ces éléments-là, on pourrait effectivement aller vers un bien-être de l'enfant à l'école, et puis au-delà, et une réussite de l'enfant à l'école et au-delà. Voilà. Donc c'est vraiment le parti pris, c'est ce positionnement d'égalité entre l'ensemble de ces 3 sphères. Alors les liens que je pourrais vous expliquer, que je rends explicites dans le livre, je vais juste, pour certains d'entre eux, je vais les passer assez rapidement, et puis pour d'autres, je vais les développer un petit peu plus. Les premiers liens que vous devez connaître, je pense, au regard du DU dans lequel vous êtes, c'est les liens qui existent et assez forts entre affectivité, émotion, bien-être. On pourra revenir cet après-midi sur cette notion d'affectivité, à quoi elle fait référence. Mais en tout cas, cette affectivité, on se rend bien compte qu'elle est composée de plusieurs éléments et que dans ces éléments, il y a effectivement les émotions. Donc les émotions sont une composante de l'affectivité. On pourra y revenir. Et on va se rendre compte également que ces émotions sont 2 des 3 composantes du bien-être subjectif. Par exemple, si je reprends les travaux de Deiner depuis les années 80. Donc, on voit les liens qui se font là entre affectivité, émotion et bien-être. Donc ça, c'est les premiers éléments que j'explique dans le cadre de l'ouvrage et des liens que je fais. Ensuite, en poursuivant, je montre les liens qui existent aussi entre bien-être, alors c'est souvent du bien-être autodéclaré des individus, et puis le bonheur. On sait, si on connaît un petit peu la littérature aujourd'hui, que ce bonheur, effectivement, est en étroite relation avec ce bien-être. Si je devais reprendre la littérature scientifique, un peu rapidement, vous la connaissez peut-être, je ne sais pas trop, c'est que le bien-être, il peut être défini, en tout cas appréhendé selon 2 perspectives, hédonique, eudémonique, et ces 2 perspectives vont permettre tout simplement de me rendre compte des liens qui existent entre émotion, satisfaction, bien-être, ou entre relations positives, bien-être, etc. Donc on se rend compte tout simplement qu'il y a des liens qui existent. Et moi je suis toujours étonnée à Nancy quand j'interviens auprès des enseignants et puis des éducateurs ou des cadres de santé, de la méconnaissance en fait de ces liens qui existent, même si ce sont des gens qui ont lu, qui sont plutôt intéressés par la recherche scientifique, il y a quand même une méconnaissance de ces travaux-là.
Alors je poursuis, mais vous semblez connaître ça. Donc sur ce bien-être subjectif, les 3 composantes qui sont la satisfaction à l'égard de la vie, les affects positifs, négatifs, et puis l'idée qu'il y a quand même un effet de vase communicant entre les 3, c'est qu'une personne satisfaite de la vie a tendance à ressentir fréquemment des émotions positives et rarement des émotions négatives. Donc il y a des éléments comme ça qui vont un petit peu de soi, quand on connaît la littérature, entre les liens entre émotions, bien-être notamment. En poursuivant, donc on est toujours sur cette notion de bien-être subjectif et on se rend compte que la composante satisfaction fait écho au bien-être cognitif, les composantes affect ou émotions positifs, négatifs font écho au bien-être émotionnel. Voilà, on retisse encore un petit peu les liens. Et puis c'est un des éléments, mais le bien-être eudémonique le permet aussi, c'est un des éléments qui permet de opérationnaliser la notion de bonheur pour les chercheurs. Et si je me place dans l'autre perspective, donc eudémonique, avec le fameux bien-être psychologique, là je vais me retrouver avec 6 composantes. Je ne vais pas toutes les énumérer, mais celle que j'ai mis en couleur, c'est celle qui va m'intéresser dans mes objets, c'est celle qui concerne les relations. Et donc les relations positives avec les autres, c'est important cet adjectif-là, c'est effectivement ces relations positives qui vont travailler notre bien-être, ou sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer pour travailler notre bien-être. Voilà. C'est ce que j'ai essentiellement souligné là. Alors j'avais repris un petit graphique d'un chercheur que j'ai traduit et donc réintégré dans l'ouvrage. C'est pour montrer un petit peu comment est-ce que ça se positionne, cette histoire de bien-être, avec les différentes traditions qui permettent de le définir. Et puis pour pouvoir positionner aussi mes propres objets dans cet ensemble. Donc effectivement, moi je travaillais beaucoup sur l'aspect du bien-être émotionnel. Et puis, j'ai travaillé beaucoup sur les relations, donc dans le bien-être plutôt en perspective eudémonique. Je travaille énormément sur les relations entre enfants, plus récemment, et puis entre élèves et enseignants depuis 25 années. Voilà. Donc, on est sur ce graphique-là qui permet en général aux individus de mieux comprendre les liens qui se font entre tout ça. Autre lien que je rends explicite dans le livre, c'est cela, c'est-à-dire c'est les liens entre bien-être, relation, on l'a vu déjà, positive, sociale, de qualité, et puis avec les notions aussi de climat scolaire, d'empathie, de bienveillance, des notions que l'on retrouve beaucoup dans l'éducation nationale en France, que l'on va retrouver beaucoup dans la bouche en fait de professionnels de l'éducation ou de l'enseignement, mais pas nécessairement avec la capacité pour ces enseignants ou éducateurs ou cadres de santé de vraiment positionner les uns par rapport aux autres. Voilà. Donc c'était aussi mon objectif. Donc dans ces relations sociales, à l'école, on est essentiellement sur les relations enseignants-élèves et les relations entre pairs. Et on peut se poser la question de qu'est-ce que ça signifie une relation positive ? Qu'est-ce que ça signifie une relation de qualité ? Pour moi, ça renvoie un petit peu aux mêmes choses. Et je me suis dit, en lisant et en réfléchissant et en travaillant, je me suis dit que tout compte fait, lorsqu'on parle de cet aspect positif ou de qualité, on renvoie en fait à l'aspect humain et affectif de la relation. Quand on a des échanges parfois avec des jeunes ou avec des étudiants ou autres, effectivement, lorsqu'ils nous parlent de relations de qualité, de relations positives, on en vient à cet aspect humain derrière cette relation. On va voir un petit peu ce que ça signifie. Donc je vais d'abord vous parler de la relation enseignant-élève. On sait maintenant, la littérature scientifique le montre au moins depuis la fin des années 90, que une relation enseignant-élève positive, ou en tout cas une relation affective, si on arrive à tisser avec nos étudiants ou nos élèves une relation affective enseignant-élève, cette relation est à la fois bénéfique pour l'individu dans l'établissement scolaire et à la fois bénéfique pour l'individu à l'extérieur de l'établissement scolaire. D'accord ? Donc à l'intérieur et à l'extérieur. À l'intérieur, ça va être bénéfique sur la persévérance, la réussite des étudiants, les comportements scolaires plus adaptés. Et puis à l'extérieur, ça sera effectivement, on va constater la baisse d'un certain nombre d'éléments de dépression, d'anxiété, de délinquance par exemple. Ces travaux nord-américains qui l'ont montré, des travaux français et puis autres qui l'ont effectivement tout à fait bien montré, ces éléments-là. Donc voilà pour la relation enseignant-élève. Et dans cette dimension affective donc de la relation enseignant-élève, on va retrouver ces mots-là, ces mots de confiance, intimité, proximité, communication, partage, affect positif. On parle aussi de soutien émotionnel, de chaleur émotionnelle, d'acceptation. Ces termes-là amènent en général les jeunes à être sur de la réussite ou de la persévérance. Okay. On pourrait aussi citer les travaux de Pianta, par exemple, qui parlent de soutien à l'apprentissage. Voilà. Tous ces éléments-là, on se rend compte qu'on parle tout simplement de cette dimension affective, humaine, je dirais, dans la relation enseignant-élève.
Là, je suis sur la relation enseignant-élève, je vais passer à la relation entre enfants, d'accord ? Sur ces relations entre enfants, on pourrait utiliser les mêmes mots. Dans une relation entre enfants, je dirais de qualité ou positive, on est sur la notion de confiance, d'intimité, se partager des secrets, se raconter des petites histoires, on est sur ce partage-là. On est sur le soutien émotionnel aussi, la chaleur émotionnelle, l'acceptation. On pourrait rajouter aussi l'idée d'amitié, de lien électif. On a besoin, quand on est enfant, plus que tard à l'école aussi, d'avoir ces liens qui se créent entre enfants pour vivre l'expérience scolaire. Et souvent, quand on n'est pas seul dans l'expérience scolaire, c'est moins compliqué quand on est seul et isolé. Donc ces liens d'amitié sont importants à l'école. Et tout compte fait, je me dis que pour développer des relations de qualité, que ce soit des relations enseignants-élèves ou des relations entre enfants, ce qui est aussi intéressant, c'est de développer des relations qui pourraient être qualifiées avec tous ces qualificatifs. Donc chaleur, émotionnel, soutien, intimité, proximité, etc., etc. Voilà. Donc des relations de qualité renverraient à l'ensemble de ces termes-là. Ces relations et ces liens peuvent être développés, me semble-t-il, à l'école dès le plus jeune âge, peuvent être développés aussi même lorsqu'on est plus âgé. Okay. Et puis, ce sont aussi des relations qui, à mon avis, peuvent être développées lorsqu'on devient des individus aussi réflexifs. Donc, on en parlera un petit peu à la fin de la conférence. Qu'est-ce que ça signifie ? Et on verra ça un petit peu plus loin. Mais se poser des questions sur soi, sur la façon dont on interagit, sur la façon dont on s'intéresse à l'autre, sont des éléments qui peuvent nous permettre d'être aussi réflexifs dans nos relations avec les autres. On y reviendra tout à l'heure. Je reste sur les relations entre enfants. Pour vous parler simplement de constats que j'ai pu faire, comme je suis en sciences avec Annès, de l'éducation et de la formation, je ne m'intéresse pas qu'aux sciences de l'éducation, je vais m'intéresser aussi à tout ce qui est produit par les sciences contributives des sciences de l'éducation, la psychologie, la sociologie, la philosophie, l'histoire. J'ai une tendance à préférer la sociologie, la psychologie, l'histoire, qui vont venir nourrir mes travaux de recherche. Et en fouillant, comme ça, en furetant, je me suis rendu compte qu'en fait, il existe des travaux de recherche qui sont assez proches, mais qui sont menés d'une part en sociologie ou d'autre part en psychologie. En psychologie, par exemple, vous avez des travaux de recherche qui sont menés à l'international sur les facteurs de risque ou de protection que représentent les enfants et les relations des enfants entre eux à l'école. Et là, ça va être étudié plutôt du point de vue de la psychologie de l'amitié, par exemple, etc. Mais il existe aussi des travaux menés plutôt en sociologie qui s'intéressent au climat scolaire. Et ces travaux en sociologie, tout compte fait, vont s'intéresser à comment est-ce qu'il est possible de diffuser en établissement scolaire et d'installer un bon climat scolaire ou un climat scolaire serein. C'est ce qui est dit effectivement dans les travaux. Alors, certains chercheurs en sociologie ou en sociologie de l'éducation vont pouvoir effectivement lister un certain nombre d'éléments qui permettent de stabiliser de produire, entre guillemets, un bon climat scolaire. C'est la stabilisation des équipes pédagogiques, la justice scolaire et d'autres. Et je me suis dit, mais tout compte fait, ces deux types de travaux ne sont pas antagonistes, ils sont complètement, de mon point de vue, complémentaires. Les uns viennent apporter des informations aux autres et vice-versa. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, aussi pour faire le lien entre les travaux de recherche menés sur le bien-être, plutôt en psychologie, et ceux portant sur le climat scolaire, les phénomènes par exemple aussi de harcèlement ou de violence à l'école, et qui sont plutôt majoritairement menés en sociologie. Donc c'est aussi pour ça dans l'éducation nationale, me semble-t-il, que l'étude des notions de climat scolaire, de violence et de harcèlement vient être aussi enrichie et quelque part on vient lui apporter des solutions par des recherches qui ne sont pas que en sociologie mais aussi en psychologie sur les relations interindividuelles, on va dire. Voilà. Donc voilà pour cette complémentarité. Hop. Ces travaux de recherche, donc si je me penche sur ceux plutôt menés en sociologie, sur le climat, on est bien sur une dimension collective, ce climat, et dans cette dimension collective, on va aller prendre en compte des relations interindividuelles entre les individus. L'un des objectifs de ce climat scolaire, ce n'est pas que de vivre bien ensemble, c'est aussi en général d'augmenter l'impression de sécurité dans l'établissement scolaire, mais aussi de faire progresser les résultats en matière d'apprentissage. Et là, je me dis, on est encore dans des perspectives qui se ressemblent avec ce qui existe sur les travaux en psychologie, sur
les amitiés et les liens d'amitié. Donc effectivement, la finalité commune pour moi de l'ensemble de ces travaux, c'est tout simplement d'aller essayer d'avoir une connaissance assez fine de l'ensemble des dimensions qui existent et sur lesquelles on peut travailler en établissement scolaire pour permettre tout simplement l'installation d'un climat scolaire serein ou de relations apaisées à l'école, qui serait au bénéfice à la fois des élèves dans leur expérience scolaire, mais aussi des enseignants dans leur pratique professionnelle. Voilà. Donc ces travaux, je les ai considérés et trouvés plutôt complémentaires. Pour poursuivre, c'est d'ici, pour moi, qu'il faudrait parler aussi de bienveillance et d'empathie. C'est effectivement dans ces relations, dans la notion de climat scolaire, de harcèlement ou autre, qu'on va pouvoir réintroduire ces notions de bienveillance ou d'empathie à l'école. Et effectivement, d'ailleurs, le mot bienveillance, depuis les années 2015, c'est le mot qui est utilisé dans nos textes de loi, bien souvent. Aussi un peu empathie, mais moins souvent. Donc le terme bienveillance est souvent aussi réutilisé. Il n'est pas forcément défini dans les textes, en tout cas dans les premiers textes, mais en tout cas, il est utilisé. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de l'empathie, de la bienveillance. On pourra le faire cet après-midi. Mais je trouvais intéressant de relier toutes ces choses-là, en considérant effectivement que la bienveillance, l'empathie, c'est ce que l'on peut ou pas intégrer entre individus dans des relations. Les institutions sont bienveillantes si les individus le sont aussi. Alors, petit bémol sur les textes de loi, sur les règlements intérieurs, effectivement, on pourra aussi en reparler. Mais vous pouvez avoir des textes de loi ou des règlements intérieurs extrêmement bienveillants et empathiques, mais si la mise en œuvre elle est calamiteuse, ça ne marche pas non plus. Donc les individus ont quand même une part importante, à mon avis, dans ce qu'ils transmettent et dans ce qu'ils transpirent, je dirais, dans les organisations et les institutions. Alors bref, pour terminer sur cette partie-là, dans les travaux de Zana et Jarry, par exemple, ils considèrent qu'on va pouvoir parler de notion d'empathie dans la relation enseignant-élève. Moi, j'étais plutôt favorable à parler de bienveillance. Alors, je l'avais un petit peu préciser un petit peu plus loin, dans une posture éthique, et puis de parler plutôt d'empathie dans les relations entre enfants. On pourra aussi en reparler cet après-midi, notamment. Donc ces deux mots, là, sont importants. Pour moi, ils ne renvoient pas quand même à la même signification, au même rapport entre adultes et enfants, ou entre enfants ou entre adultes. En tout cas, ce sont des mots qui font partie de notre éducation nationale aujourd'hui. L'avant-dernier point que je voudrais aborder, c'est celui-ci. C'est l'intérêt en fait de s'intéresser aux émotions et aux relations en établissement scolaire. Alors je pense que vous le savez, ça va de soi, je pense, mais je vais essayer de le rendre un peu plus explicite, parce que souvent quand ça va de soi, tout compte fait, ça va pas de soi pour tout le monde, donc je vais plutôt l'expliciter ici. Première explicitation, c'est qu'effectivement on sait aujourd'hui que lorsqu'un individu comprend ce qu'il ressent, notamment un élève, lorsqu'il comprend ses affectivités, ses émotions, quand il comprend aussi celles des autres, c'est un élément qui va être déterminant de sa réussite, scolaire notamment, mais pas que. Et c'est aussi un élément qui va avoir des conséquences plutôt positives sur la qualité de ses comportements sociaux. Donc c'est quelqu'un qui va se comporter plus paisiblement, pour dire un adjectif, dans l'établissement scolaire, si effectivement il a cette compréhension. La compréhension aussi de ses émotions, de son affectivité, permet aux enfants, mais à tout individu, de se rendre plus disponible pour les apprentissages. Lorsque vous êtes sur un coup d'une grosse colère ou d'une grosse tristesse, c'est compliqué de se concentrer sur une tâche scolaire. Alors que si vous êtes capable de comprendre ce que vous ressentez, de l'évacuer, de l'exprimer, ça sera plus facile de se remettre au travail ensuite. Donc il est là l'enjeu en fait. Arriver à exprimer convenablement, on verra ça un petit peu plus loin, ses émotions, son affectivité, c'est aussi se donner l'occasion de se rendre disponible pour les apprentissages et de se rendre plus apaisé dans ses relations sociales. Ce sont deux enjeux que je trouve importants. L'un fait écho à la réussite, à la persévérance, et puis l'autre fait écho au climat dans l'établissement scolaire, dans la classe, etc. Donc, en gros, apprendre à exprimer ses émotions, ça va être vraiment un élément clé de son développement socio-émotionnel pour l'enfant, et sain aussi, au sens de santé. D'accord ? C'est un élément qui va être vraiment important et qui va permettre aussi, certainement, d'amener l'enfant vers sa réussite et son bien-être en établissement scolaire. Juste cette petite citation que je trouve extrêmement intéressante, qui résumait un petit peu mon propos et qui était vraiment synthétique. Je vous le lis rapidement. Les capacités à exprimer, discerner,
je recommence, les capacités à exprimer, discriminer, identifier et réguler ses émotions font partie de ce que les chercheurs appellent les compétences émotionnelles. En effet, ces compétences font référence aux différences entre la manière dont les personnes identifient, expriment, comprennent, utilisent et régulent leurs émotions et celles d'autrui. Le développement de ces compétences chez l'enfant est un aspect important du développement cognitif qui est relié à de nombreux facteurs tels que les comportements sociaux, les performances, la santé. Le développement de ces compétences est donc d'une importance capitale et il est possible de les entraîner dès le plus jeune âge et je dirais tout au long de la vie. Donc c'est un élément qui est vraiment extrêmement important. Apprendre à exprimer et puis l'ensemble de ces éléments sur les émotions, c'est vraiment un élément clé pour sa disponibilité, son apaisement, etc. Aujourd'hui, il existe un certain nombre de possibilités. Il y a aussi beaucoup de publications. Il existe un certain nombre de possibilités de travailler donc en établissement scolaire sur le climat, de travailler sur la qualité de vie, sur le bien-être des individus en établissement scolaire, tant les acteurs et actrices que les enfants. Là, je vous ai mis 2 ouvrages, mais il en existe bien d'autres. Donc la littérature scientifique, elle est très riche, je trouve, aujourd'hui. Elle est assez récente, mais elle est existante. Et tout simplement, on va se dire qu'on peut travailler en établissement scolaire sur les émotions et sur les relations. Un des moyens d'y travailler, c'est de travailler sur ces fameuses compétences psychosociales. Voilà. Que vous connaissez certainement. Voilà. Que vous connaissez certainement. Donc, je ne développe pas. Je ne vais pas développer. Et je vais passer à la suite, qui est effectivement se développer ces fameuses relations de qualité sur la relation enseignant-élève, mais pas que. Alors, quelles seraient les pistes que je pourrais donner? Les pistes vont être pour moi relativement simples. Une des premières pistes, c'est s'en occuper au quotidien. On ne va pas s'en occuper simplement quand ça dérange ou quand ça prend trop de place, mais effectivement, on va devoir s'en occuper au quotidien de ces émotions, ces relations, à l'école notamment. On va pouvoir aussi s'occuper du bien-être des enfants à l'école, des compétences psychosociales, etc. Tout ça va marcher ensemble. Un élément, une remarque quand même, c'est que on va s'occuper de tout cela pour les autres, bien évidemment, mais aussi pour soi. C'est un élément qui est important. Ce sont des éléments que je qualifierais un petit peu plus loin de protection, c'est-à-dire effectivement être capable de s'occuper au quotidien des émotions des uns des autres, c'est aussi être capable de s'occuper de ses propres émotions au quotidien et non pas simplement quand elles jaillissent. Ça peut être un challenge parfois, en fonction d'un certain nombre de dimensions, de fatigue, d'interaction et autres, mais en tout cas, ce sont des possibilités. Dans l'ensemble des possibilités, donc il existe des ouvrages, là je vous ai montré le mien forcément, un autre, que j'avais coordonné avec Nadia Rousseau sur les émotions. Il en existe bien d'autres, hein. Rebecca en a publié beaucoup, l'Éducation nationale en a aussi publié en France. En Suisse aussi, il y a beaucoup d'ouvrages qui existent, de publications, de rapports qui existent sur tous ces éléments-là, sur travailler. Alors ceux-là, je les avais choisis parce que c'était plutôt sur travailler avec les adolescents. Et c'est vrai qu'au départ, en France, on était plutôt avec les enfants. Et petit à petit, on a laissé grandir l'enfant et on a des publications plus récentes sur les ados. Donc là, la Suisse, on était plutôt sur les adolescents. Et puis, petit élément complémentaire, voilà, il faut les travailler au quotidien. Et ça va m'amener au dernier élément que je voudrais évoquer avec vous, c'est que pour l'instant, il me semble qu'on a du travail à faire sur la formation des enseignants. C'est-à-dire que, alors ça va arriver, ça arrive, mais c'est difficile pour les enseignants, de ce que je vois quand je les côtoie, de se dire, voilà, c'est quelque chose de plus à s'occuper à l'école. Moi, je leur explique que c'est pas quelque chose en plus, c'est quelque chose qui fait partie de l'activité, on en reparlera. Mais en tout cas, il faudrait aussi intégrer ces éléments-là dans la formation des enseignants. On en discutait un peu avec Rebecca juste avant. J'ai l'impression qu'en fonction des académies, ça va être un petit peu différent dans la façon dont ces choses-là vont être installées dans les formations. Mais effectivement, travailler en formation initiale d'abord, en formation continue sur ces éléments-là, sont des éléments qui me semblent incontournables dans la formation des enseignants aujourd'hui. Souvent, c'est vrai, comme je travaille beaucoup au Québec, j'ai tendance à aller me dire qu'au Québec, c'est beaucoup plus ancré dans la formation des enseignants, ces notions-là. Chez nous, ça l'est moins. Vous allez me dire, ça dépend aussi des universités là-bas. Je vous l'accorde. Voilà. Donc, cette histoire de formation, posture, réflexivité enseignante, c'est bien d'y arriver, mais c'est bien d'y être amené aussi par le biais de la formation initiale, me semble-t-il. Ça peut donner des pistes et des clés pour les enseignants qui débutent, en fait. Alors, juste cet élément que je voudrais développer avec vous,
cette histoire de la formation, de la posture et de la réflexivité enseignante. C'est vrai qu'il me semble, à voir si ça sera fait, puisque c'est pas encore tout construit, hein, les masters qui vont, alors je sais plus comment ils s'appellent, les masters 2E, je crois, ceux qui vont venir remplacer les masters MEF. Les formations ne sont pas encore construites dans ces masters-là, à voir comment ça va se construire, mais au moins une partie de la formation pour devenir enseignant, donc c'est important que c'est une partie, devrait, à mon avis, se préoccuper de ces choses-là. Ces choses-là, c'est tout simplement permettre à l'enseignant de se construire petit à petit en tant qu'enseignant, de construire sa posture qui sera aussi évolutive. On n'est pas un enseignant, on n'est pas le même enseignant, je pense, à 30, 35 ans, 40, 50 ans. Les choses évoluent. Il faut juste qu'on arrive à se retrouver et à être, je dirais, en cohérence avec soi dans cette évolution, dès le plus jeune âge, dans la profession, jusqu'à un âge plus avancé. Donc se construire progressivement, être indulgent aussi avec soi dans cette construction. C'est-à-dire qu'on avance aussi beaucoup à tâtons quand on enseigne, quand on fait un certain nombre de choses. Ça, je pense que c'est aussi des éléments à intégrer. Travailler aussi sur la relation enseignant-élève, avoir des formations là-dessus. Qu'est-ce que c'est qu'une relation de qualité? Qu'est-ce qu'un élève attend de nous? Ou qu'est-ce qu'il peut attendre de nous? Qu'est-ce que je suis prête à donner ou pas? Ce sont des éléments qui sont intéressants, je trouve, à questionner. S'interroger sur son propre rapport aux élèves. On a tous connu des enseignants qui semblaient ne plus prendre plaisir à être dans une salle de classe, qui semblait, je dis les choses correctement, hein, qui semblait aussi ne pas forcément tisser des liens avec beaucoup d'envie ou beaucoup de plaisir avec des élèves. Voilà, c'est des choses qui transpirent de nous parfois en activité, et ça, c'est des éléments qu'on devrait pouvoir réfléchir en formation initiale et continue, à mon avis. Et puis de réfléchir sur ses propres compétences psychosociales. Moi, à mon avis, elles sont à travailler pour chacun d'entre nous, qu'on soit au premier degré, second degré ou à l'université. Ce sont des choses qui doivent se travailler dans le temps, dans la durée. C'est pas forcément facile. On a des hauts, on a des bas. En tout cas, ça se travaille. Et puis, il me semble que l'ensemble de ces apports réflexifs devrait nous permettre à devenir des professionnels réflexifs. Le fameux réflexif du début de la conférence. Devenir des professionnels réflexifs, c'est aussi un moyen de pouvoir s'adapter, évoluer, aller chercher en évoluant, aller chercher des conditions ou des moyens qui nous permettent d'être en bien-être, si je l'avais mal dit. Voilà pour ces éléments. Pour poursuivre, dernière diapositive. Voilà, ça revient un petit peu sur ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Hein. Travailler notre posture, c'est réfléchir à cette posture. Comment est-ce qu'on la construit avec le temps, à tâtons, à force d'essais et erreurs aussi. On peut tenter des choses, se dire que ça ne nous correspond pas bien, revenir en arrière. Ça fait partie, à mon avis, de cette posture à trouver et à faire évoluer, etc. Donc je suis pas, vous l'avez compris, hein, je vais pas être dans la proposition de recette, je suis pas dans la proposition de fiche, je suis plutôt dans l'idée que devenir un individu réflexif, notamment, c'est un élément qui va nous permettre d'évoluer en tant que professionnel. Et puis peut-être aussi abandonner l'idée que on devient enseignant de telle façon et on finira enseignant de cette même façon. On va forcément évoluer. Ça, c'est un élément aussi important. Voilà, ces CPS, effectivement, vous le savez, hein, peuvent nous permettre de justement travailler à cette réflexivité. Ça me semble un élément intéressant, à la fois pour soi, à la fois pour les autres, et un élément de protection, comme je vous l'avais dit précédemment. Voilà, en gros, j'en ai fait à peu près le tour, et je vais simplement conclure rapidement. Et dans cette conclusion, donc voilà, le dernier ouvrage, et dans cette conclusion du dernier ouvrage et de cette conférence, je vais dire exactement la même chose, mais vous ne le savez pas, puisque vous n'avez pas le livre. C'est que tout simplement, il me semble qu'on pourrait, à partir de l'ensemble de ces travaux-là, imaginer un projet de société éducatif qui serait, dont les 3 clés de voûte seraient ceux-là, hein, c'est-à-dire la régulation émotionnelle, la maturité relationnelle, et ces 2 éléments pourraient permettre la disponibilité intellectuelle. Et effectivement, si on arrivait dans l'établissement scolaire, dans l'éducation nationale ou l'établissement scolaire, à avoir ces visées-là pour rendre l'élève justement autonome, mature relationnellement, parvenir à sa régulation ou autorégulation émotionnelle, ça serait des éléments sur lesquels on pourrait s'appuyer pour qu'ils se rendent plus facilement disponibles pour les apprentissages, disponibilité intellectuelle, et pour tout simplement aller vers son bien-être et sa propre réussite. Réussite qui peut être éducative, mais pas que scolaire, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Bien évidemment, ça demande du temps. Un tel projet, on ne peut pas le mettre en œuvre en l'espace de quelques jours, de quelques années. Ça demande du temps, et ça demande aussi, à mon avis, que, quels que soient les bords politiques, on ne change pas de cap,
Et parfois, on a effectivement en politique tendance à changer de cap, ou des projets qui étaient vraiment plutôt louables sont abandonnés, qui est un petit peu décourageant. Voilà. À voir si effectivement les nouveaux projets qui sont proposés dans la formation des enseignants, les masters 2E, etc., amèneraient vers ce genre de choses. On verra bien ce qu'il en devient dans quelques années. En tout cas, ce sont des éléments à travailler. Il me semble que, en positionnant l'affectivité et les émotions au même niveau que la cognition, on pourrait aller vers ce genre de choses. Voilà. Donc merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup Gaëlle pour cette présentation et ces perspectives.